à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le Garage by WeDoBiz en direct de Vivatech. Aujourd'hui, on va parler bien sûr tech, mais des enjeux de la tech en santé, ou comment améliorer la prise en charge du patient grâce à la technologie. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Rosier, créateur de Covid Tracker et de Vitmados. Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes accompagné aujourd'hui de David Delbourgo, CEO de White Lab Genomics. Bonjour. Merci pour l'invitation. Vous êtes également accompagné de François Recorbet, Chief Strategy Officer de Bodio. Bonjour. Bonjour Ouda, merci. Je vous en prie. Donc je commence par Guillaume Rosier. Guillaume Rosier, vous avez créé Covid Tracker, une application de suivi de la propagation du virus. Je veux dire l'application qui a été suivie durant toute la pandémie. D'ailleurs, vous avez reçu l'ordre du mérite d'Emmanuel Macron et les félicitations aussi de Tim Cook, rien que ça. Comment on arrive à créer ce genre de solution ? Eh ben en fait, c'est pas si dur. Moi, initialement, je suis même pas développeur web, c'est-à-dire que j'avais jamais écrit une ligne de code pour développer un site internet, j'avais jamais développé d'application mobile. Alors certes, j'ai fait des études dans l'informatique, donc ça m'est pas complètement étranger. Et donc j'ai fait des études dans l'informatique avec une spécialité biomédicale, donc le domaine de la santé est un domaine pour moi d'intérêt aussi. Mais finalement, ça s'est fait très progressivement, très naturellement. Pour parler de Covid Tracker, ça a commencé au tout début parce que j'avais envie de comprendre, moi personnellement, l'évolution de l'épidémie. Début mars 2020, alors que quasiment personne en France ne parlait de l'épidémie. À l'époque, c'était vraiment un sujet très lointain. Et donc j'ai commencé à rassembler les premières données et à faire des premières visualisations de données pour comprendre l'évolution de l'épidémie en France et ailleurs. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, c'est devenu un site internet qui était initialement très basique, mais qu'on a amélioré de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. On a rajouté des fonctionnalités, on a rajouté des outils, on a sorti d'autres outils plus tard, comme aujourd'hui Vaccin Tracker qui permet de suivre la campagne vaccinale, et puis Vitmados qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination plus facilement et plus rapidement qu'avant. Et donc tout ça, finalement, s'est fait très naturellement. Aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes bénévoles qui ont travaillé sur ces initiatives. Donc c'est vraiment un grand groupe de contributeurs. C'est un projet qui est open source. Tout le code et tous les algorithmes qu'on a produits sont publics sur Internet. Et donc chacun peut contribuer, chacun peut les consulter, mais chacun peut aussi contribuer, apporter des modifications. Voilà, donc ça s'est fait progressivement, d'une manière citoyenne, par des dizaines de bénévoles. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir toute cette énergie canalisée vraiment au service de tous, puisqu'on essaye de faire des outils qui sont le plus utiles possible pour les Français. Je rappelle que c'est à but non lucratif, qu'il n'y a pas de pub et que ces plateformes sont entièrement gratuites. Et justement, comment on fait pour recueillir toutes ces données ? C'est impressionnant. Oui, alors si on a pu créer la plupart de ces plateformes, c'est en partie grâce à l'open data. L'open data, c'est le fait de publier de manière libre et gratuite sur Internet des jeux de données. Et là, c'est ce qu'ont fait les différentes administrations et autorités sanitaires en France, par exemple, puisque le ministère de la Santé, Santé publique France, la DREES, l'INSEE, qui sont toutes des organisations publiques dans le domaine de la santé, ont publié un certain nombre de données de façon libre et gratuite sur Internet, comme les données épidémiques, le nombre de cas positifs, etc., les données sanitaires, le nombre de personnes hospitalisées, décédées, en réanimation, aujourd'hui les données de vaccination, donc le nombre de personnes qui ont reçu une dose, deux doses, par type de vaccin, par tranche d'âge, par département. Et donc en fait, c'est le fait que ces différentes administrations aient publié ces données qui nous a permis de construire, de bâtir ces plateformes. Et donc c'est pour ça qu'on milite pour l'open data. Ça n'a pas été toujours facile d'obtenir ces données. Ah oui, j'imagine. Ces différentes administrations n'ont pas forcément toutes publié spontanément et rapidement ces données, donc on a dû... Et justement, la RGPD n'a pas posé problème ? Non, parce que c'est des données qui sont agrégées, donc qui sont complètement anonymisées. Et donc c'est très important aussi d'avoir un cadre très strict pour respecter la vie privée des citoyens. Donc évidemment, la CNIL vérifie que ces données respectent bien la vie privée. C'est des données qui sont agrégées. Donc par exemple, on ne peut pas connaître le nombre de cas très précis dans tel quartier très précis, puisque ça permettrait de réidentifier les personnes si on a d'autres connaissances ou d'autres bases de données. Donc il y a vraiment une agrégation, une anonymisation qui est faite. L'objectif, c'est vraiment de faire un suivi statistique et pas de pouvoir réidentifier une personne, ce qui ne respecterait pas sa vie privée, évidemment. D'accord, François Recorbet, vous aussi vous utilisez la donnée pour votre solution. D'ailleurs, Bodio, c'est quoi ? Effectivement, la donnée est l'essence même de Bodio, puisque nous proposons une solution de télésanté à 360 degrés
qui permet à chacun de faire un bilan santé sur 26 paramètres physiologiques en 6 minutes. On fait ça au travers de stations de mesure qui fonctionnent en complète autonomie, libre service, avec des capteurs de qualité médicale et qui vont donc collecter cette donnée santé qui est la base après d'une interprétation et d'un diagnostic qui pourra être fait par un médecin. Un diagnostic par un médecin. Tout à fait. Et justement, pourquoi avoir inventé cette machine? C'était pour pallier quel problème? Alors en fait, c'est essentiellement pour faire face à, je dirais presque à un fléau, mais qui n'est pas seulement en France, mais ailleurs. C'est que l'accès aux soins est très difficile pour de très nombreuses personnes. C'est près de 4 millions de Français qui n'ont pas un accès aux soins. C'est 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à des services santé essentiels. L'année dernière, vous avez 63% des Français qui ont dû renoncer à des soins, notamment à cause de la Covid. Donc en fait, d'amener la santé au plus proche des citoyens, c'est vraiment très important. Et les dispositifs que nous avons développés permettent d'être déployés dans des endroits à la limite auxquels on ne penserait pas. Ça peut être même le supermarché du coin, mais aussi la pharmacie, le bureau de poste ou d'autres endroits mis à disposition par les collectivités, par les entreprises. Et justement, est-ce que dans les territoires où voilà, les médecins sont un peu moins, certains médecins sont un peu moins présents, vous avez des demandes au niveau des collectivités locales à ce niveau ou pas? Alors oui, on commence après le salon, puisqu'à Vivatech c'est le lancement mondial et officiel de nos dispositifs. Nous démarrons un pilote avec la métropole de Nice, justement dans un modèle de prévention avec des maisons de santé et le CHU. Et on va aussi développer d'autres pilotes dans l'arrière-pays niçois, justement pour étudier l'acceptabilité des populations par rapport à ce type de dispositif qui leur permet justement de rentrer en communication plus facilement avec un médecin, mais également pour les établissements de santé. Par exemple, aujourd'hui, le CH de Tende qui est complètement coupé du reste du monde, si je puis dire, après les fameux éboulements. C'est des médecins de centres hospitaliers qui peuvent rentrer en contact avec des spécialistes qui sont au CHU et utiliser des capteurs qui sont spécifiques à la téléconsultation, comme un stéthoscope, ou un otoscope ou un ultrason, et pouvoir faire donc une consultation médicale de spécialistes à distance et avoir un diagnostic plus précis. Ok, très bien. David Delbourgo, vous aussi, vous utilisez la donnée, mais de manière complètement différente. Est-ce que vous pouvez nous parler de White Lab Genomics, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Effectivement, on utilise la donnée de manière différente. D'ailleurs, j'en profite ici pour féliciter Guillaume pour ce qu'il a fait. Merci pour des millions de Français en utilisant la donnée. La manière dont nous on utilise la donnée, ce sont des données de génomique, de génétique, qui vont être utilisées pour développer des médicaments, des thérapies génétiques, des thérapies cellulaires, pour permettre de traiter des maladies graves, comme des cancers, ou des maladies rares, comme des maladies génétiques, souvent qui sont incurables. Et donc, par exemple, une maladie qui s'appelle le glioblastome, qui est une maladie, un cancer neurologique très grave, très agressif, qui aujourd'hui n'a pas vraiment de solution thérapeutique. C'est essentiellement traité par des chirurgies qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, très compliquées à faire dans le cerveau, très invasives. Donc, ce que nous faisons chez White Lab Genomics, nous avons créé un simulateur qui utilise l'intelligence artificielle, le machine learning, pour pouvoir, en agrégeant énormément de données génétiques et d'autres sources de données, des données de biologie, des données de recherche, des données cliniques, des données de brevets par exemple, trouver des solutions thérapeutiques optimisées dans le simulateur d'abord, avant de passer aux expérimentations en laboratoire, pour faire gagner du temps en termes d'efficacité et de résultats cliniques pour nos clients. Donc vous vous adressez plus aux laboratoires qui vont, eux, développer des thérapies adéquates, c'est bien ça? Tout à fait, on s'adresse, nos clients sont des laboratoires. Tous ces projets sont époustouflants. Enfin, vous créez une appli de propagation pour voir la propagation du virus. Vous, de votre côté, on peut faire des diagnostics médicaux à distance. Et vous, on va avoir des thérapies adaptées pour des maladies incurables. Comment expliquer que ce ne soit pas plus démocratisé, que ces solutions ne soient pas plus démocratisées aujourd'hui? Guillaume, je vous en prie, commencez. Alors déjà,
je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Mais le fait que ces initiatives existent, déjà, moi je trouve ça incroyable. Je suis extrêmement fier d'être en France et même plus globalement sur ce salon. On voit toutes les technologies qui sont développées. Là, il y a des magnifiques technologies pour donner accès aux soins beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui vont chez le médecin une fois par an, une fois tous les 2 ans, 3 ans. Et peut-être moi le premier, et imaginer les bénéfices qu'apporterait un diagnostic beaucoup plus tôt. Peut-être qu'aujourd'hui, des pathologies se développent sans même que le savoir, et on les détecte beaucoup trop tard. Si on peut les détecter plus tôt, on pourrait peut-être les prévenir ou les guérir plus rapidement. Le développement de médecins, de médicaments facilité, beaucoup plus rapide, c'est peut-être ça aujourd'hui qui nous a permis d'avoir des vaccins contre la Covid beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait eu il y a 10 ans. Et donc je pense qu'il y a cette partie-là aussi qu'on ne voit pas forcément. Toutes les technologies qui apportent des choses à la santé et qui permettent de résoudre des problèmes en santé ne sont pas forcément toutes directement dirigées pour l'utilisateur final ou pour le patient final. Un certain nombre de technologies, c'est le cas par exemple de cette initiative, s'adressent à des entreprises et donc en fait ne sont pas forcément visibles pour l'usager directement, mais en fait on l'utilise, elles sont déjà démocratisées et on les utilise déjà au quotidien. Évidemment que moi j'aimerais que les technologies, notamment B2C, donc pour l'utilisateur final, se développent encore plus rapidement et qu'on en voit l'impact encore plus rapidement. Mais je pense que ça avance déjà très vite et tout ça va dépendre aussi de l'État. C'est très important que l'État permette l'innovation. Oui, justement, on va y revenir après, on va parler des pouvoirs publics. Mais David, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui explique que certaines biotech prennent du temps à se démocratiser Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la donnée personnelle, la donnée médicale, c'est un sujet sensible. Donc il faut rassurer les autorités ou les différents corps concernés que l'utilisation de cette donnée a un objectif précis, qu'elle respecte les règles, que par exemple elles sont anonymisées s'il s'agit de données cliniques. Donc il y a déjà un cadre important à respecter, ce qui peut parfois limiter l'innovation. Donc il faut s'inscrire dans ce cadre sans limiter l'innovation. Il y a également, comme le disait Guillaume, il faut laisser du temps au temps parce qu'aujourd'hui, les technologies, par exemple d'intelligence artificielle et de machine learning, ont été utilisées sur certains jeux de données pas forcément très importants en termes de quantité. Dans notre domaine, par exemple, la quantité de données en génétique, en génomique est absolument faramineux. Et donc, il faut développer de nouveaux modèles mathématiques, de nouvelles approches de calcul pour pouvoir traiter toutes ces informations. Donc, il faut du temps, de l'investissement. On a la chance en France d'avoir du talent, d'avoir le soutien de BPI France pour ce genre d'initiative, d'avoir beaucoup d'initiatives dans le domaine. Donc, ça arrive, mais ça prend un peu de temps. François, un petit mot? Pour rebondir sur ce que dit David, je suis tout à fait d'accord au niveau de la donnée personnelle. Il faut rassurer les utilisateurs sur l'usage qui va en être fait et ne pas oublier de le faire avec leur consentement. Néanmoins, je mettrais un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui font très attention et qui sont sensibles à ces données-là, mais qui n'hésiteront pas à partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des données, des indications qui peuvent... on l'a vu avec le vaccin, tous les gens qui montraient leur QR code à tout va. Exactement. Bon, là, c'était pour la bonne cause, voilà. En l'occurrence. Mais c'est incroyable. Vous pouvez avoir des groupes de cancéreux, des groupes pour ci ou pour ça. Et les gens, en fait, les GAFA, les Google et consorts ont déjà toutes ces informations-là. Donc je pense qu'on en fait peut-être trop autour de cette donnée. Il y a un paradoxe quand même. Parce qu'il existe des technologies, nous en ce qui nous concerne, pour garantir cette privacy, donc cette confidentialité, et les réglementations RGPD sont d'ailleurs très bien parce que, au contraire, ça a plutôt boosté l'innovation et ça a permis à des mauvais entrants de venir, qui avaient des mauvaises intentions au niveau des données. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose sur le développement, moi je pense que la population est prête. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans les objets connectés de d'e-santé. L'adoption de la population, elle est là. Et il y a quand même un frein, et là je suis un peu moins optimiste que Guillaume, mais je dirais que le frein, il est quand même administratif. Il y a beaucoup de réglementations. Il faut savoir que la santé est un domaine qui est extrêmement réglementé, particulièrement en France, et que en fait, cette réglementation parfois
va à l'encontre d'une rapidité de déploiement des technologies. Oui. Et enfin, du coup, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics justement, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient aider justement à cette... Tout à fait. Dans le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, les pouvoirs publics sont la clé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la population est prête. Je pense que le bénéfice, cette pandémie qu'on traverse toujours, a eu ce bénéfice d'apporter l'attention à nos gouvernants sur les bienfaits du suivi à distance de patients, des gens, et de pouvoir justement monitorer certains paramètres et éviter que ce soit la dépression, que ce soit des conditions ou une aggravation de certaines conditions médicales. Voilà, donc je pense qu'on est sur la bonne voie, les investissements sont là, les pouvoirs publics sont là pour nous soutenir. C'était un peu le parcours du combattant, mais je pense qu'ils ont pris maintenant la mesure de la tâche. David, vous êtes d'accord avec François ? Je suis d'accord, je pense qu'aujourd'hui, depuis quelques années, les choses ont changé. Il y a un énorme dynamisme justement pour soutenir des initiatives qui se tournent vers l'innovation dans la santé. Dans notre cas, on est soutenu par la région Île-de-France, par exemple, je l'ai dit, par BPI France. Donc nous, ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'ils continuent comme ça. Il y a énormément d'entrepreneuriat en France dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il faut toujours l'encadrer sur les données qu'on a dit sensibles. Mais la direction est bonne et il faut pas perdre le rythme, il ne faut pas se refermer sur soi. Guillaume, un petit mot sur le sujet ? Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'État et les administrations sont parfois trop rigides, notamment sur ces sujets-là. Et c'est un constat partagé. C'est une bonne chose que ce soit un constat partagé. C'est finalement la première étape du changement. Donc ça veut dire que ça peut ouvrir la voie au changement et vers une plus grande flexibilité dans les prochaines années. Maintenant, on est d'accord que dans un monde idéal, ce serait à l'État de faire tout ça. Dans un monde idéal, ce serait à l'État de faire Covid Tracker, ce serait à l'État de développer vos initiatives. Mais l'utopie n'existe pas. L'utopie n'existe pas. L'État ne pourra jamais être aussi agile que peuvent l'être des entreprises, des startups, des citoyens, aussi flexibles, aussi créatifs, aussi innovants. Et donc je pense qu'il faut essayer de mettre en avant cette synergie entre l'État et le monde de l'entrepreneuriat et les citoyens et le domaine privé. Et donc pour ça, l'État, je pense, doit devenir un État plateforme, notamment dans la santé. C'est l'État, évidemment, qui doit agréger certaines données sensibles, notamment pour protéger la vie privée des citoyens. Mais ensuite, il faut absolument que l'État donne accès à ces données à certaines entreprises ou permette à ces entreprises elles-mêmes de nourrir ces données-là. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça va être, si l'État arrive à faire ça, ça va être un des prochains facteurs d'innovation. Ça va permettre à plein d'entreprises de voir le jour. Et c'est pas encore le cas. Enfin, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'État puisse faire ça ? Alors moi, je vais être pas en totale opposition, mais presque à Guillaume. Moi, je pense que c'est pas à l'État de faire. C'est à nous, entrepreneurs, de faire. D'accord. Oui, c'est à l'État de créer les règles pour que les choses soient faites Exactement. Dans le respect des individus et des populations. Mais si on attend l'État pour faire les choses, on n'aurait pas Vite ta dose, on n'aurait pas Covid Tracker, on n'aurait pas Bodio. Mais et sur les principes de financement, est-ce que vous pensez que l'État devrait mettre beaucoup plus de financement dans tout ce qui est health-tech, biotech pour justement les développer en France et à l'international? Alors, juste pour revenir, on est complètement d'accord. Hein. Dans un monde idéal, peut-être que l'État devrait le faire, mais dans la réalité, c'est impossible. Et donc justement, c'est aux entrepreneurs, aux entreprises, aux startups de le faire. Mais l'État doit le permettre, doit faciliter, voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. L'État doit le faciliter peut-être en investissant ou pas. Les entreprises peuvent aussi se financer toutes seules. Aujourd'hui, la France, c'est un des pays les plus attractifs au monde et peut-être le plus attractif en Europe, notamment dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines. Mais il faut vraiment que l'État puisse le permettre au niveau administratif, soit plus flexible sur ces points-là. Et aujourd'hui, je pense que, par exemple, Covid Tracker, on oppose beaucoup Covid Tracker à l'État. Est-ce que l'État aurait dû faire Covid Tracker? Moi, j'ai évidemment pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'on n'aurait pas pu exister sans l'agilité de l'État. L'État, sur la crise Covid, a été agile en publiant des données, en construisant des systèmes d'information extrêmement rapidement, en quelques semaines, là où ça aurait pris des dizaines d'années ou au moins des années sinon, et en publiant les données. Et en faisant ça, l'État a permis à Covid Tracker d'exister. Et nous, en retour, par exemple, avec Vite ma dose,
On a fait évidemment des outils qui aident les Français chaque jour à mieux comprendre l'épidémie, à trouver un rendez-vous de vaccination. Mais en retour, on produit nous-mêmes de l'open data qui est réutilisé maintenant par l'État, par exemple sur la plateforme officielle santé.fr, pour afficher des rendez-vous de vaccination. Donc on voit bien que l'État a permis de façon très agile à des initiatives citoyennes d'exister et d'être complémentaires avec l'État. Et ces initiatives, ensuite, on crée de la valeur et on produit des choses qui maintenant servent directement à l'État. Donc on a une espèce de synergie, un cercle, un aller-retour, un retour de boomerang qui est, je trouve, très beau. Et donc ça montre toute la puissance de l'alliance entre le public et le privé. D'accord. C'est le cercle vertueux. Il faudrait juste passer à la vitesse supérieure. Un petit mot, David ? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on peut effectivement reconnaître que l'État a su accueillir les initiatives des citoyens ou les initiatives privées. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de les bloquer, ils les ont plutôt embrassés et ça a permis d'avoir ces synergies-là. Donc, ça prouve la légitimité de l'État. La deuxième chose que je veux dire par rapport au financement, mon avis, c'est que l'État fait déjà beaucoup en France, parce qu'on a le crédit impôt recherche, on a les soutiens de la BPI France, de la région. Et là où je vois un manque, c'est dans le financement privé, donc des fonds d'investissement sur des séries A pour les startups, série A, série B, qui sont des montants importants et où l'écosystème est encore un peu fragile pour pouvoir aller financer ce qu'on veut appeler les licornes françaises de demain. Mais justement, vous ne pensez pas qu'à l'aune de l'épidémie, les process de financement seront quand même, enfin ces fonds d'investissement s'intéresseront un peu plus justement à ces health tech ? Alors on a vu, là, il y a eu une levée de fonds il y a quelques jours de 75 millions d'euros pour Mnemo Therapeutics qui travaille sur des thérapies cellulaires. Donc c'est nouveau, c'est une grosse série A pour une société de biotechnologie. J'espère que c'est le début du changement parce que c'est difficile de changer un écosystème financier du jour au lendemain. Mais il faut que effectivement un petit peu ce gap qu'il y a entre les jeunes startups et celles qui deviendront des licornes, voilà, il faut pouvoir les accompagner sur le long cours. Et je pense que là, il y a un travail du secteur privé du financement. Très bien. Bah alors, pour finir, petite dernière question. On va faire un exercice de prospective. Comment vous imaginez la santé dans 10 ans ou comment vous aimeriez qu'elle se transforme, Guillaume ? Eh ben, en fait, quelque part, j'ai pas envie d'anticiper. Alors, je sais que c'est complètement contre-intuitif, mais pour moi, la chose la plus importante en technologie, c'est de construire des outils qui sont utiles, utilisables et utilisés. Donc, utiles, qui répondent à une problématique, à une réelle problématique, à un besoin, utilisables, qui sont intuitives, qui sont faciles d'accès, notamment pour les utilisateurs finaux, pour avoir un taux d'adoption très élevé, et utilisés, donc qui s'adressent à un public qui est bien défini, qui a vraiment besoin de cette technologie. Et je pense que pour développer Stripteak, il faut développer des technologies en partenariat avec les citoyens, de manière vraiment contributive, en partenariat avec les entreprises, en partenariat avec tous les acteurs qui utiliseront ces technologies-là. Et donc je pense que par définition, du coup, on ne peut pas anticiper ce qu'on va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, si on veut les meilleures technologies. Mais par contre, moi je suis convaincu que la technologie, d'une manière générale, est peut-être le domaine qui apportera le plus à la santé dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dynamiser ce secteur. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'ingénieurs en informatique, en data science, dans la data d'une manière générale, en informatique d'une manière générale. Donc il faut former plus de gens et il faut que ces personnes-là aillent aussi vers des médecins, vers les professionnels de santé, vers les utilisateurs finaux. Il faut vraiment qu'on ait une interface, une synergie entre les deux pour voir apparaître des belles choses. David, vous êtes d'accord ? Alors, sur le manque d'informaticiens et d'ingénieurs en France, oui, je suis d'accord. Et dans notre domaine, c'est encore plus compliqué puisque nous, on a besoin de biologistes computationnels. Donc, c'est des informaticiens ingénieurs qui savent maîtriser la data biologique, la data génomique. Donc, c'est vrai que la formation est importante pour pouvoir former ces talents-là. Et sur la perspective dans 10 ans, la manière dont personnellement je vois les choses, c'est que c'est la médecine personnalisée, grâce justement à la génomique, la génétique, puisque finalement il n'y a fondamentalement aucune raison pour laquelle nous 4 ici, on devrait avoir les mêmes médicaments, puisqu'on n'a pas le même génome, on n'a pas la même constitution génétique. Et donc aujourd'hui, dans 10 ans, on sera de plus en plus capable de créer des médicaments qui seront spécifiques aux patients individuellement.
Et je crois que ça changera pour n'importe quelle maladie, on pourrait imaginer qu'il y ait un traitement spécifique. Voilà, pour différents types de maladies ou pour même des médicaments un petit peu plus du quotidien. Encore une fois, il n'y a pas de raison qu'un antibiotique, ça soit le même pour chacun, parce que chacun a une constitution qui est différente. Et donc, il faudra s'adapter à cette population. Donc, alors, une santé plus personnalisée. Et pour vous, François ? Pour moi, ce sera une santé plus humaine. Et peut-être que ça peut paraître paradoxal, mais je pense que les technologies qui vont être développées, alors je ne parle pas des technologies dans le cadre de la recherche comme David, puisqu'elles ne sont pas au forefront, pas vraiment en contact avec l'utilisateur ou le patient, mais je pense que les technologies vont permettre justement cette médecine personnalisée sur d'autres paramètres, plutôt des paramètres de suivi, et va pouvoir rapprocher en fait les gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a même pas de médecine de proximité puisqu'il n'y a plus de médecins. Donc même de pouvoir parler, même si c'est en visioconférence ou autre, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir des outils qu'ils comprennent, qu'ils vont pouvoir adopter et leur permettre de contrôler aussi un peu leur santé, d'être engagés dans cette démarche de prévention. Et de pouvoir ne pas se sentir seul. Bien sûr, et si le médecin aussi passe moins de temps à diagnostiquer grâce à la technologie, il pourra passer plus de temps à écouter son patient, par exemple. Et donc du coup... Exactement. Donc quand on a un accès effectivement au médecin, c'est l'intérêt de travailler sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, qui est quand même encore dans beaucoup de domaines la norme. Donc c'est d'apporter une écoute et un échange de qualité avec les patients. D'accord, sur ces belles paroles, on va finir avec une santé de qualité. Merci à vous trois d'être venus répondre à mes questions. J'étais ravie de vous recevoir. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur We Do Biz. On se retrouve très vite avec Hugo Franceschi pour parler de développement de start-up. Au revoir.